Rebonjour les amis, donc comme promis, me revoici, toujours avec ma superbe coiffe, pour reparler photovoltaïque, quoique j'en ai déjà parlé ce matin. Alors pour information, donc suite à la première vidéo ce matin où je poussais un coup de gueule, je dirais profond, mais sur un ton tout à fait apaisé, voilà, je tiens à signaler, je vais aller faire la vérification d'une chose. Allez, on va aller voir. YouTube. YouTube. Voilà, YouTube, ma chaîne. Voilà, il y a 2 heures. Donc, coup de gueule du matin. Voilà, comme ça, comme elle partira dans 24 heures, cette vidéo, vous aurez un petit bout de trace. Voilà, depuis ces 2 heures, en fait, j'ai passé 2 heures à vous préparer la vidéo suivante. Donc, vous comprendrez que, voilà, je vous consacre du temps. La chaîne ne me rapporte rien, je fais ça parce qu'en fait, j'ai des convictions. Et donc, bah voilà, 2 heures de boulot. Bon. Internet, YouTube, donner de l'information, c'est du boulot. Alors les gens qui ont la critique et qui disent il y a qu'un faucon ou il faudrait que machin, ben moi je vous dis les gars, allez-y, foncez, investissez-vous. Bon, je suis sûr que au-delà de ça, vous faites déjà le travail et qu'en dehors vous avez dans l'associatif et que vous avez des activités altruistes, j'ai aucun doute. Allez, donc là, je repasse sur le thème du jour. Je vous avais promis que je reviendrai sur la vidéo que j'avais faite où je vous expliquais comment insérer un onduleur dans votre installation électrique, dans l'installation électrique de votre maison. Et ce, après, au travers d'une question que j'avais reçue en me disant, Laurent, ça serait bien que tu fasses une vidéo. Et je me suis dit, mais oui, mais cette personne a absolument raison. Il faut que les gens aient cette vision précise, simple et globale de comment vient se mettre un onduleur hybride dans l'installation de votre maison. J'ai vu des réactions sur Facebook où les gens, parce que j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux, sur le groupe et sur la page Facebook qui représente la page YouTube. Et puis il y a eu des questions, des commentaires, et je précise bien onduleur hybride. Ça veut dire ne fait pas de réinjection. Mais il y a de nouveaux onduleurs hybrides qui datent maintenant de peut-être bien 2 ans, voire 3, mais au moins 2, qui font de la réinjection, qui sont les petits frères des onduleurs hybrides tels que les miens, les PIP 4048, mais qui ont la fonction en plus de réinjection réseau. Voilà, c'est ce fameux onduleur vert que vous allez trouver chez Christo 48, et puis que vous trouverez dans des boutiques diverses et variées. Donc cet onduleur, en fait, va se brancher exactement de la même façon que l'onduleur hybride, mais seulement lui va faire de la réinjection. Et apparemment, Christo, s'il visionne ces vidéos, me confirmera, et il a la fameuse norme VDE qui lui permet d'être installé. Donc, d'être installé et de faire de la réinjection. Bien sûr, ça vous absout pas de faire la demande de raccordement, de passer le consuel et de faire en même temps un contrat de rachat du surplus revendu. Donc, on va maintenant se remémorer un peu cette première vidéo qui vous parlait de comment insérer le système photovoltaïque hybride sans réinjection réseau, mais ça sera la même chose avec la réinjection. Pour le même type de modèle, je précise bien, les onduleurs hybrides qui permettent aussi de faire de la réinjection. Pas vos onduleurs que vous allez retrouver qui vont valoir 2 fois moins cher très souvent et qui ne font pas de système qui ne permettent pas de stocker l'énergie. Je parle bien des onduleurs hybrides tels que on les appelle communément maintenant depuis que j'ai lancé la chaîne et bien avant. Alors, on va se remémorer ce schéma d'origine. Donc voilà, on avait une installation de maison classique, disjoncteur fourni par maintenant Enedis, puisque EDF c'est finito, on est d'accord. Avec la maison, alors des borniers de répartition sur lesquels sont branchés en amont le disjoncteur et en aval les 2 branches du circuit avec 2 différentiels. Donc dans ce circuit-là, je vous demanderai de faire un petit focus. Ici, il y a un contacteur avec un ballon d'eau chaude et ici, il y a le contact passage d'heure creuse. Voilà, rappelez-vous de ça, on en aura besoin plus tard. Parce qu'en fait, on va faire une progression. C'est comme ça que je me suis dit qu'on allait faire pour aller plus loin dans la compréhension de l'installation, étant donné que vous allez, peut-être vous comme moi, vous retrouver dans une situation où vous partez d'une installation de départ et vous la faites grandir et vous l'optimisez. Donc on va voir, on va rejeter l'appel, on va voir comment faire évoluer cette installation
progressivement, peut-être même que vous pouvez tendre vers le résultat final ou voire même l'adapter à votre sauce. Alors sachant que, je rappelle, ces vidéos s'adressent à un public de non-spécialistes et qui sont dans une phase de progression. Il ne s'agit pas pour vous de faire un copier-coller et de câbler exactement à l'identique, il s'agit de vous comprendre conceptuellement comment une installation est faite et comment elle peut évoluer. Sachez également que tout ce que je vais vous montrer par la suite, les appareils, vous n'avez pas forcément les références. Moi, je vous donnerai les références des matériels que j'ai récoltés, je vous les mettrai en lien, qui sont pas forcément ceux que j'utilise, mais méfiez-vous bien, lorsque vous utilisez un matériel et des plans que vous pouvez trouver sur Internet, lisez bien les notices de branchement, s'il y a de la configuration, les notices de configuration. Chaque marque, chaque modèle a fait sa propre sauce, et si vous appliquez bêtement un schéma, comme le mien par exemple, avec un autre matériel, il y aura peut-être des différences qui font que vous aurez des dysfonctionnements, voire même de grosses altérations. Donc vraiment, ne branchez pas les fils bêtement, cherchez à comprendre la schématisation, et puis ensuite, une fois que vous avez le matériel, vérifiez que tout est concordant. Ça va être un travail qui va vous habituer ensuite à faire cette gymnastique et à fonctionner de façon quasiment instinctive et automatique. Donc là, on a l'installation de base que je voulais présenter. On va voir la petite évolution avec l'injection de l'onduleur hybride dans cette installation. Donc voilà, rappelez-vous cette petite gymnastique qui vous permet de voir en un clic comment s'insère le dispositif, c'est-à-dire on part du disjoncteur, on passe vers un différentiel, ensuite on passe au travers de l'onduleur et on ressort sur deux branches qui vont passer par des différentiels. Alors rappelez-vous, interrupteur différentiel, disjoncteur différentiel, un débat qui a été soulevé également par Roger, je crois. Les différentes courbes de disjoncteurs différentiels, c'est un sujet très intéressant. Je ne vais pas l'aborder ici, mais sachez que les disjoncteurs, il y a plusieurs types de courbes pour les disjoncteurs différentiels. Alors c'est pas vraiment des courbes, c'est des capacités à se mettre en sécurité en fonction de ce que vous allez contrôler comme type de courant alternatif, continu, l'un ou les deux, et également si vous êtes sur du matériel informatique, donc ça va être des appellations différentes. Donc ça, c'est un sujet qu'on abordera. Aussi, ce schéma, tel qu'on va le faire évoluer maintenant, va aborder une notion qu'on appelle la sélectivité. Je ne vais pas rentrer en profondeur, je vais simplement vous dire, voilà, on va rentrer dans un domaine qui est la sélectivité. Ayez ce terme en tête, peut-être que le sujet reviendra, peut-être qu'à un moment donné on en reparlera. Sachez que pour évoquer le sujet de la sélectivité, comme pour celui des types de disjoncteurs différentiels, je vais, avant de faire ça, le jour où je le fais, refaire un rafraîchissement, un update de mon savoir, parce que quand vous faites, non pas, moi je suis pas dans un bureau d'études, je suis en fait un utilisateur de ce que les autres font. Tu oublies au fur du temps, même si ta formation initiale te le permet, tu oublies avec le temps les fondamentaux, et tu as besoin de faire un rafraîchissement pour ne pas dire de conneries, être sûr de pas en dire. Donc voilà, moi j'utilise, les gens ont mis ça, je leur fais confiance, ça a été vendu avec les installations sont vendues telles quelles par des fabricants, complètes, armoire électrique complète, de 2 mètres sur 1,80 m de haut par exemple, avec dedans pour 50, 60 000 euros de matériel. Alors là, moi je suis pas dans le photovoltaïque, dans mon métier, je suis dans l'électrotechnique industrielle et dans l'électrotechnique, dans l'industriel, donc on a des armoires très conséquentes. Des exemples, c'est pas rare de retrouver des armoires qui fassent, allez, à vue d'œil, 7 mètres de long sur 1,80 m de haut, voire même 2 mètres, plutôt 2 mètres même d'ailleurs, parce elles sont surélevées pour faire passer les câbles dessous, pour les faire remonter dans l'armoire. Alors, installation maintenant là, de votre maison avec l'onduleur hybride. Ah oui, alors je sais, je parle de beaucoup de choses et je vous apporte des informations qui n'ont rien à voir avec votre cas de figure. Tout ça, en fait, c'est pour vous familiariser avec cette culture et cette passerelle entre le monde de la maison et de l'industrie, et pour vous faire progressivement rentrer dans le monde de l'électrotechnique de façon générale. C'est une infusion progressive, sporadique, qui vous montre qu'en fait, le monde de l'industrie et le monde de l'électricité chez les particuliers, il y a un tronc commun, et puis il y a des passerelles. C'est les mêmes lois de la physique, c'est
Après, le matériel utilise les mêmes notions, les mêmes concepts. Ensuite, il y a une adaptation à l'industriel pour certains matériels spécifiques. Voilà, donc on est donc sur ce schéma avec onduleur. On va maintenant apporter une petite progression suite à une remarque qu'on a eue, où une personne m'a dit, mais Laurent, est-ce qu'il faudrait pas mettre un disjoncteur en sortie d'onduleur pour protéger cet ensemble-là, globalement? Alors c'était une question que je m'étais posée avant de faire la vidéo, et puis sans trop réfléchir, je suis parti sur un concept où, à cause de l'industrie sans doute, sur lequel j'allais pas introduire ce disjoncteur. Et là j'ai décidé de le rajouter suite à la question, parce que c'est très pertinent. Parce que justement, notion de sélectivité. Et alors sachez que l'onduleur, au passage, j'ai mon café, hein, voilà. Donc c'est pas du direct, mais c'est presque pareil. Donc l'onduleur, par lui-même, paramètre est en mesure de paramétrer la puissance de sortie. Voilà, vous avez des paramètres qui permettent d'arbitrer ça. Ensuite, deuxième chose, l'onduleur, lui, il est doté de protections internes qui vont le limiter contre les surcharges et qui vont le mettre en sécurité. Surcharge plus ou moins courte, plus ou moins prononcée, avec une courbe correspondant sans doute en fonction de la charge que vous lui mettez au cul. Le temps qu'il va mettre et prendre pour se mettre en sécurité va être différent. Voilà, il y a une espèce de calcul, je pense sans doute proportionnel et dérivé par rapport à l'intensité que vous allez lui appliquer. Voilà, des notions, ça c'est des notions de régulation qui sont propres aussi au domaine de l'électricité globalement, et pas que de l'électricité, ça peut être de la régulation de pression de niveau. Quand vous avez des régulations, vous avez souvent deux facteurs qu'on appelle proportionnels et puis dérivés. Voilà, c'est souvent des paramètres que vous ne retrouverez pas dans les onduleurs, qui vous seront cachés, mais que nous, en tant que techniciens dans l'industrie, on peut avoir à modifier souvent dans les régulations principalement les régulations de débit. Des régulations de débit, oui, c'est souvent là, un régulateur de débit pour les débits d'air, les débits d'eau. C'est là très souvent où on vient sélectionner ces deux informations. Alors, donc, on passe à la suite. Un petit upgrade où on va ajouter le disjoncteur. Voilà, donc en fait, on voit, il a fallu que je retravaille l'échelle des images parce que progressivement, on va rentrer, il va falloir trouver un peu de la place dans les divers schémas que je vais vous proposer, qui vont vous amener dans une progression. Donc, entre ici et là, ce que vous pouvez voir, c'est l'arrivée de ce disjoncteur-là, dont j'ai pas marqué le calibre, hein, j'ai fait un copier-coller ici, puis je l'ai mis là, et puis j'ai fait des copier-coller de portions, enfin de ce qui étaient les couleurs et les câblages électriques. Donc, ce disjoncteur tel qu'il est là, en fait, va vous protéger électriquement l'ensemble de ces dispositifs. Le calibre de ce disjoncteur sera forcément supérieur au calibre que vous allez retrouver sur chacun de ces disjoncteurs. Et alors, à quelle valeur le choisir? Voilà, à quelle valeur le choisir? C'est pas très compliqué. Donc, en électricité, vous devez savoir qu'en courant alternatif, vous avez les notions de puissance en watts. On va garder que la puissance en watts, la puissance utile ou la puissance absorbée, hein, pas la puissance apparente qui est en volt-ampère. Alors on va rester sur les watts. Puissance apparente, ampère, volt, et puis ce fameux cosinus phi. Cosinus phi qui est le décalage entre l'intensité et la tension. Alors pour vous faire comprendre, je vais faire ce que je fais bien, le mime électrique, c'est un métier. Vous avez la tension alternative de 50 Hz, 234 volts chez moi. Voilà, je le précise. Voilà, il ne faut pas que je dise 220. Donc 234 volts chez moi. Courant alternatif, enfin tension alternative plutôt. Faut être précis. Voilà, une parfaite sinusoïde. 50 Hz, ça veut dire que l'alternance de cette courbe se fait 50 fois par seconde. Donc vous avez la tension alternative. Quand vous êtes sur un système purement résistif, alors purement résistif par exemple, ça va être vos radiateurs grille-pain, vieux modèles qui étaient vendus il y a 20 ans, ou vos ampoules à incandescence, ce sont des résistances. Le fait d'utiliser ces matériels-là ne provoque pas de décalage entre la tension et l'intensité. Les deux sont parfaitement superposés
en fréquence. Par contre, ils vont pas être superposés en amplitude. Voilà, l'amplitude du courant alternatif. En tension, vous allez être à 220 volts. En intensité, vous allez être à 1, 2 ampères, voire 0,5 ampères, voire 30, 40 ampères. Donc, on n'est pas sur les mêmes valeurs, on n'est pas sur les mêmes ordres de grandeur, mais on est sur une superposition de la courbe du courant et de la tension sur des systèmes purement résistifs. Dès que vous allez utiliser des moteurs, dès que vous allez utiliser de l'électronique dans vos circuits, il va se produire un phénomène qu'on appelle le déphasage. Donc le déphasage, ça va être une différence dans le temps. Les deux vont plus être superposés, il va y avoir un décalage. Et cette différence qui correspond à un angle, puisque les 50 Hz, la valeur d'alternance positive et négative de la tension, en fait, se produit sur 360 degrés. Donc, on peut très bien donner que ce déphasage de 360 degrés correspond à un angle et donc correspond à un cosinus phi. Donc voilà, je vous invite un peu à vous pencher sur ce sujet, peut-être sur la chaîne de Gérard qui va nous parler de tout ça. Et un petit clin d'œil, je suis taquin joueur. Mais voilà, sachez qu'il y a cette différence. Alors cette différence, ce cosinus phi, c'est un ordre de grandeur. Donc si vous êtes sur un système résistif, il est de 1. Si vous êtes sur un système qui génère du courant réactif, de la puissance réactive, pardon, vous allez avoir une valeur qui va tendre vers le 0,5. Dans une maison, dans l'industrie, on considère en gros qu'on est à 0,8 voire 0,85 sur des moteurs. Dans la maison, maintenant, vu que nos maisons tendent vers des systèmes qui utilisent de plus en plus des moteurs et qui utilisent aussi également de plus en plus d'électronique, on est en train de tendre vers des cosinus phi qui sont de cet ordre de grandeur. D'ailleurs, cosinus phi, très important pour le nouveau compteur Linky. Sachez qu'avant, votre compteur, apparemment, vous facturez les watts, maintenant il vous facture les voltampères. Alors la formule de la puissance, c'est égal à P égale UI multiplié U, la tension multipliée par l'intensité multipliée par le cosinus phi, qui est de 0,8. Voilà. Donc avant, vous payez les kilowattheures que vous payez étaient basés sur la puissance dans le temps, puisque les kilowattheures, c'est la puissance dans le temps, et c'était la tension multipliée par l'intensité multipliée par 0,8. Voilà, c'est ce que vous payez. Maintenant, ils ont enlevé le 0,8. Donc forcément, si tu multiplies plus par 0,8, tu te retrouves avec le chiffre 1, office, et donc tu as 20% dans l'os. Voilà, tu vas payer ça. Le fameux cosinus phi, une notion que vous devez avoir en tête. Voilà, on est dans l'imprégnation progressive au travers des vidéos de ces valeurs, de ces ordres de grandeur électrique et puis de ces phénomènes physiques qui se produisent en fonction du type d'appareil que vous avez branché au cul. Donc on va parler, je vous ai parlé de ça parce qu'en fait il fallait intégrer que votre onduleur allait délivrer une puissance. Alors pour un onduleur 5 kVA, vous allez être sur 4000 watts. Donc P égale UI cosinus phi, vous savez que vous avez 230 watts. Par contre là Gérard, je suis d'accord avec toi, c'est important. Le 230 volts, pardon, j'ai fait un lapsus, est important. Parce que si tu prends 220, si tu prends 230, tu n'as plus la même valeur lorsque tu fais le calcul de la puissance. Et tu n'es plus sur les mêmes valeurs globales. Voilà. Donc, Gérard, là, tu as raison. Et je fais une entrée progressive lorsque si nécessaire. Et pas pour envoyer de la matière et en foutre plein la tête. Donc, P est égal à 8 cosinus phi. Connaissant tout ça, vous connaissez la valeur de l'intensité. En estimant votre cos phi à 0,80, on va rester sur cet ordre de grandeur. Et vous pouvez évaluer avec vos 4 kW en sortie max. Alors 4 kW, on va prendre peut-être la calculatrice. Tout ça, c'est de l'impro, alors peut-être que je vais merder, mais j'espère que non. Vous avez 230 volts multiplié. Alors, ça ne serait pas 230. Voilà. Justement, je suis en train de merder. 4000 watts. Donc, qui sont les 4 kW 4 kW divisé par 220 est égal divisé par 0,8. Ou ça serait multiplié par contre. Donc, ça serait multiplié. Je recommence. Alors, 4 kW, 4000 watts
divisé par, donc j'ai dit 230 volts. Hein, voilà. Ça va nous donner l'intensité et multiplié par 0,8. Voilà. J'espère que mon raisonnement est juste. Je pense et j'espère. C'est la totale impro, je n'avais pas prévu de vous faire ce calcul. Mais au fur et à mesure, je vois... en fait, j'ai un autocontrôle permanent sur le discours que je vous fais par rapport à ce que je sais, là où je sais que je vous emmène. Et j'interagis avec moi-même, boucle de rétroaction pour vous apporter les éléments. Donc forcément, je suis un peu dans l'impro par moment. C'est que du one-shoot. Je compte sur vous si je fais des erreurs, parce que je ne refais pas la vidéo, pour venir faire en commentaire des correctifs, voire apporter un peu plus de matière. Et puis si je vois que j'ai trop merdé, je referai une autre vidéo pour aller plus en profondeur en disant que sur la vidéo précédente, j'avais fait une boulette. Enfin, j'expliquerai. Voilà, donc, l'intensité... Ah mince, je ne peux pas faire réapparaître ma calculatrice. Il va falloir que je bouge ça, voilà. 14 ampères en arrondissant. Alors, donc vous savez que pour avoir 4000 watts en sortie, vous êtes à 14 ampères. Pourquoi je vous donne ça? Parce que vous savez en gros que votre disjoncteur va être dans les 14 ampères. Mais bon, 14 ampères, vous n'allez pas trouver ça. Donc, vous pouvez envisager un disjoncteur 16. Là, vous serez vraiment fin. Parce qu'imaginez-vous que vous n'ayez pas de puissance réactive, vous soyez sur purement résistif, ce qui est impossible. Vous seriez à 5000 watts. 5000 voltampères, 5000 watts, parce qu'il n'y a pas de COSFI. Voilà. Le COSFI serait de 1 en fait, au lieu d'être à 0,8. Et donc vous seriez en mesure de faire débiter 5000 watts, c'est-à-dire l'équivalent des voltampères de votre onduleur. Mais là, peut-être que je commence à vous perdre. Revenez. S'il vous plaît, défibrillateur, apportez un défibrillateur. Non, je plaisante, je suis sûr qu'il y a des gens qui suivent et de loin qui sont bien au-dessus et bien plus pointus. J'en étais où? C'est pas parce qu'on fait une vidéo qu'on peut pas déconner un peu. J'en étais où? Allez, un petit coup de café, on va se le finir. Donc, à quelle puissance, à quelle intensité choisir ce disjoncteur? Moi, je dirais 20 ampères. On est pas mal. 20 ampères, on est pas mal. Et donc, 20 ampères, on est pas mal. Pourquoi? Parce que ça va être au-dessus de ce qu'on a sorti comme calcul. Donc, vous serez sûr que ce disjoncteur va pas sauter pour rien. Et vous serez sûr que ce disjoncteur fera le boulot quand il aura besoin de le faire. Donc, le but, en fait, c'est que lui saute avant que lui se mette en défaut. Voilà. C'est vrai que il est préférable pour moi de faire sauter un disjoncteur que de faire mettre un appareil électronique en défaut. Puisque l'appareil lui-même, ça sera beaucoup plus dur d'annuler le défaut avec cet onduleur. Alors, il y a le petit interrupteur dessous, il y a le petit bouton, bon... C'est pas toujours évident, ça peut être alors qu'un disjoncteur qui tombe, là, directement, tu réarmes, tu sais que tu es dans le vrai. Donc là, sachez que maintenant, en mettant ce disjoncteur-là sur ces branches-là, vous avez la notion de ce qu'on appelle la sélectivité. La sélectivité, c'est une notion qui fait rentrer la priorisation du déclenchement en fonction des caractéristiques du matériel que vous allez mettre. Voilà, pour vous, ça va pas être compliqué de comprendre. Par exemple ici vous allez avoir un disjoncteur, supposons, bien que ça soit pas forcément les normes, hein, mais moi j'aime bien calibrer les disjoncteurs à exactement ce qu'ils doivent protéger pour que ça fasse mieux le boulot de protection. Donc supposons l'éclairage, en fait l'éclairage maintenant avec les ampoules à LED, vous avez plus besoin d'avoir des disjoncteurs 10 ampères comme avant, voire maintenant. D'ailleurs maintenant je sais même plus combien il les définirait, est-ce que ça serait pas 15? Je sais plus. Tu vois, c'est d'où l'importance de ce fameux bouquin Promotelec qui va vous faire un update. Parce que là, j'ai pas l'update. Mais moi, je les calibre plus bas. Voilà, plus bas que nécessaire pour que ça saute plus tôt. Et malgré tout, ça ne saute pas, ce qui veut dire que mon installation, globalement, chez moi, c'est relativement propre. Donc, ce disjoncteur-là, qui lui sera, supposons, à 10 ampères sur l'éclairage, et celui-ci étant à 20, si vous avez une surintensité, et lui sautera avant l'autre. C'est ce qu'on appelle la sélectivité. La sélectivité, c'est l'organisation et le choix de ces éléments, de son matériel électrique de protection, qui fera que tel matos sautera avant un autre. Et ce, grâce à ses caractéristiques internes.
Donc vous pouvez retrouver également cette notion de sélectivité sur les différentiels, disjoncteurs différentiels, disjoncteur ou interrupteur différentiel. Rappelez-vous, il y a une différence très importante entre les deux, et je rappelle aussi la différence sur les qualités intrinsèques de disjoncteur en fonction de ce qu'il doit, interrupteur ou disjoncteur, en fonction de ce qu'il doit protéger. Soit des... D'ailleurs, on va l'aborder succinctement, puisque le sujet a été abordé, je vais quand même faire un petit pas dedans. La question était, qu'est-ce que je mettrais comme disjoncteur en sortie de cet onduleur? La norme nous l'impose. À partir du moment où derrière vous avez de brancher des appareils qui génèrent et qui fonctionnent avec du courant continu, vous êtes obligé de mettre un matériel qui va sauter, il va se mettre en sécurité si vous avez un défaut d'isolement, que ce soit sur le courant alternatif ou le courant continu. Donc là, normalement, de mémoire, c'est un disjoncteur classe. Alors je ne sais pas si c'est le terme classe, mais enfin, qui sera qualifié, qui aura l'appellation A. Et vous avez le AC qui lui sera que juste sur l'alternatif. Donc d'où l'intérêt de. Et il y a la classe F qui est fait pour l'informatique. Alors pourquoi sur l'informatique? Apparemment, là, il va se déclencher un peu plus tard sur ce matériel. Pourquoi? Parce que bon, matériel informatique, pour pas générer de coupures intempestives alors que vous êtes en train de bosser sans aucune sauvegarde. Voilà, sans doute ça. Mais bien sûr, là, je fais confiance à votre jugement, à votre expertise, ceux qui sont un peu plus pointus, qui ont potassé plus le sujet pour apporter du complément, du correctif à ce que je dis. En fait, c'est pas une vidéo où je vous dis, voilà, c'est un débat permanent. Hein. Sélectivité, il y a une notion de sélectivité aussi dans les différentiels. Je sais plus trop quels sont les calibres maintenant des disjoncteurs que mettent EDF, mais sachez que les disjoncteurs EDF, à une époque, ils étaient calibrés, je crois, à 500 mA à sauter à 500 mA de courant de fuite. Je pense qu'ils sont à 300. Mais on peut potentiellement descendre en dessous et vous pourriez vous trouver donc vous trouvez avec cette notion de sélectivité. Il est évident que celui qui déclenche à 30 mA comme ça l'est chez vous sautera avant celui d'EDF qui est à 300 mA ou 500 pour les ancêtres. Donc vous voyez, vous comprenez une notion de sélectivité, courant de fuite, protection des personnes, et puis sélectivité également, protection de vos circuits et de votre maison contre les surintensités pour pas que votre maison brûle en cas également de court-circuit, parce qu'un court-circuit entre phase et neutre, ça fait une tension qui est nulle, qui est à 0, et une intensité qui monte en flèche, quoi. À l'infini, je crois d'ailleurs. Non, ce qui n'est pas possible. Puisque tout sautera avant, ou brûlera avant. Donc votre disjoncteur est fait pour protéger ça. Sélectivité. Donc, je le rappelle, dans les protections des personnes par différentiel, potentiellement, et puis du matériel, et puis plus précisément, et de votre environnement, par les disjoncteurs ou disjoncteurs de matériel, qui vont avoir des calibres différents. Alors maintenant, on a fait ce topo où on a vu comment interposer et pourquoi interposer ce matos, c'est-à-dire pour protéger l'ensemble et pour que lui saute, et pour pas que ce soit votre onduleur qui passe en défaut. On va avancer. Ça va être une vidéo assez longue, hein, mais bon, on rentre dans le détail, on donne de la matière. Alors là, je vais me réduire au strict nécessaire, puisqu'on a vu qu'on changeait d'échelle, puisqu'on allait aller un peu plus loin. Voilà, je reviens sur le schéma d'avant, où on a installation de la maison, onduleur avec protection de l'onduleur par un différentiel. Alors la question, lui, ces disjoncteurs-là devraient avoir différentiel ou interrupteur différentiel devra être. Moi, j'impose un disjoncteur là d'ailleurs. J'impose un disjoncteur puisqu'il va être fait pour protéger votre onduleur. Ok, disjoncteur. Lui va être calibré, donc sa courbe, on va dire, de réaction et lui va être forcément un disjoncteur, on va dire, j'appelle ça la classe parce que j'ai pas le terme, mais en A, puisque lui va traiter du courant continu et du courant alternatif. Voilà, très important. Donc ici le schéma où on avait l'onduleur et en sortie un disjoncteur de protection qui va protéger la sortie de votre onduleur et globalement la globalité de votre circuit de votre maison avant d'attaquer l'onduleur. Et puis là on va agrandir tout ça puisqu'on va rajouter un peu de matériel. Oui,
Et je vous avais dit de vous rappeler à tout début de vidéo, de vous tracasser, de vous rappeler qu'il y allait avoir ce qu'on appelle un contacteur. Donc le contacteur qui se trouve ici, on agrandit un peu, le contacteur qui permettait lui de mettre le ballon d'eau chaude en service par l'intermédiaire du contact heure creuse délivré par Enedis pour faire chauffer le ballon d'eau chaude à l'heure que vous désirez en fonction de votre tarification. Alors, pourquoi je vous avais dit de faire un focus? Tout simplement parce que vous avez vu l'installation précédente ici, vous aviez ce matériel-là. Et sur ce schéma-là, la grande nouveauté, c'est que on retrouve, et je rajoute un contacteur, le même que celui-ci, mais qu'on ne va pas utiliser de la même façon, qu'on va utiliser. Donc, on va faire un petit voyage dans ce câblage. Vous sortez de l'onduleur, du disjoncteur EDF, vous passez par les bonnets de connexion, vous attaquez un disjoncteur différentiel. En sortie de ce disjoncteur, au lieu de remonter à l'onduleur comme avant le faisait, on s'en va sur le tableau, on va sur le contacteur, et en sortie de contacteur, on va sur la gauche, et on alimente l'onduleur. Donc vous comprendrez en fait que ce contacteur, il est fait pour couper ou remettre l'alimentation sur l'onduleur. Le contacteur, en fait, comme vous le voyez dans ce commentaire, contacteur onduleur pour passage en mode 100% autonome. Ce contacteur, en fait, va vous permettre de pouvoir passer votre maison intégralement, si vous avez branché le circuit comme ici, en mode autonome, batterie plus panneau solaire, et de ne plus être connecté réseau. Donc dans ce cas de figure, même si vous avez un onduleur hybride, tel que j'en parlais, ceux qui ont cette fameuse couleur verte qui fait de la réinjection, vous ne ferez plus de réinjection. Donc c'est bien beau, mais c'est le contacteur-là qu'on va piloter. Qu'est-ce qui va le piloter? Alors déjà, sachez que sur ces contacteurs, il y a une petite quéquette. Alors on va essayer d'en voir. Voilà. Il y a une petite quéquette. Moi, je prends ce type de contacteur pour ça, parce qu'en fait, je vais pouvoir outrepasser ce qu'on appelle la télécommande et pouvoir, avec la main, soit forcer le passage en mode autonome, soit forcer le passage en mode connecté réseau et recharge de batterie. Et vous avez la position centrale automatique. Donc là, je vous mettrai le lien de ce matériel-là. Ça, c'est ce que j'ai, moi, vous voyez, calibre 25 ampères. C'est ce que j'ai avant mon onduleur et c'est largement suffisant. Parce que si vous faites P égale UI cosinus phi, 25 fois 234 volts chez moi, vous mettez un cos phi de 0,80, voilà, ça c'est le cas le pire. Vous faites le calcul, ne serait-ce que 25, on va pas s'emmerder avec le cos phi, 25 multiplié par 230, allez. Donc 25 c'est les ampères, le calibre du disjoncteur, donc 5750 watts, multiplié par 0,8, allez, on va faire le calcul, le cos phi estimé 4600. Donc vous voyez qu'on est dans la tranche, et comme je vous l'ai dit, suffisante pour couper cet onduleur, sachant que derrière cet onduleur, ça c'est le courant nominal max. Après il y a les phases transitoires, les phases qu'on appelle des phases de coupure ou de remise en service, où là il y a d'autres phénomènes qui rentrent en jeu. Alors, on retourne donc sur ce schéma, voilà, que je ne m'y perde pas, puisqu'il y aura le numéro 5 derrière, où ce contacteur, lui, on va le faire passer à 1 ou à 0, donc passer en mode autonome ou non, en mode autonome ou connecté réseau pour recharger les batteries, en fonction, non pas d'un contacteur creuse que vous retrouvez ici, qui est toujours là pour notre ballon, mais d'un appareil plus ou moins évolué que vous allez rajouter. Et moi, je vous ai pris en exemple sur le schéma un programmateur horaire. Donc un programmateur horaire, vous savez que vous pouvez en acheter dans vos prises de émettre sur les prises de courant, hein, avec des switches mécaniques que vous allez monter et descendre qui font 360 degrés. Vous avez ce type-là, et puis vous avez le type que vous mettez sur un tableau modulaire type fusible disjoncteur, que vous allez pouvoir mettre, et puis il y en a qui vont être des digitaux, et d'autres qui vont être des mécaniques. Donc là, j'ai pris un exemple mécanique. Donc ce disjoncteur, on va déjà regarder un peu comment il est câblé. Allez, donc je peux pas trop faire le zoom, mais en fait ce que vous voyez ici, ce disjoncteur qui était là précédemment,
Voilà, vous avez le peigne, hein, voilà, donc qui arrive là, qui alimente un disjoncteur. En sortie de ce disjoncteur, vous sortez de fil et vous attaquez la bobine du contacteur. Donc là, c'est la protection, ce que j'appelle la télécommande. La télécommande, c'est ce qui va piloter votre contacteur. Une fois que votre contacteur est piloté, vous allez avoir le passage de ce qu'on appelle la puissance. Et là, vous voyez que je vérifie pour pas dire de bêtises. Non, ça c'était. Non, j'ai dit une bêtise justement. Ce disjoncteur protège la puissance. Voilà. Ça, c'est très important de faire le distinguo. Et là, ce disjoncteur doit protéger la télécommande. Putain, c'est qu'en fait, il faudrait que j'ai carrément la référence du bazar. On va regarder sur celui-ci, parce que moi j'ai fait un copier-coller du schéma. Et c'est pour ça que je vous dis, méfiez-vous de ce que vous voyez sur les schémas, adaptez-vous bien au matériel. Si on prend ce disjoncteur, ici vous avez la bobine, et ici vous avez le contact entrant pour le neutre, qui va du 1 au 2, et le contact sortant, puissance de la phase, qui va alimenter, dans le cas de figure de tout à l'heure, le ballon d'eau chaude. Là, donc borne 3 et borne 4. Donc très important, regardez bien votre matériel, ne faites pas bêtement du copier-coller. Voilà, réfléchissez, analysez. Donc, ce schéma-là, on repart sur l'autre. Et vous allez avoir le disjoncteur de télécommande. Et là, j'ai dû faire une erreur d'ailleurs. Je vérifie quand même. Moi, je pense que j'ai fait une erreur. Donc, auquel cas, je modifierai le schéma. Mais bon, pour l'instant, on va continuer sur cette explication parce qu'en fait, c'est savoir, en fonction de la référence du matériel et de la marque et du fabricant, les bornes ne seront pas forcément au même endroit. Ce disjoncteur, tout de suite, si je me fie à ce matériel-là, et encore, il faudrait que je vois ou que je tourne sur le côté de ce disjoncteur pour voir le câblage. Souvent, sur le disjoncteur, sur le côté, sont marqués les contacts, les bornes et à quoi elles correspondent, si c'est contact, alimentation bobine, contact, ouverture, fermeture. C'est dur, hein, c'est compliqué. Beaucoup de notions. Hein. Je suis désolé si je vous perds, moi aussi je me perds un peu. Pourtant, j'ai préparé cette vidéo pendant 2 heures sur le papier. Donc, mais globalement, vous allez avoir l'alimentation de votre interrupteur horaire qui va être alimenté en permanence en 220. Donc, le calibre du disjoncteur pour la télécommande, moi je vous conseille de mettre 2 ampères. Vous n'avez pas besoin de plus. 2 ampères, ça pompe 3 fois rien. Ça, on est d'ordre peut-être du 0,2 200 milliampères. Également la bobine ici, et peut-être moins. Donc, vous mettez 2 ampères, vous avez de quoi brancher, vous comptez, hein, une dizaine de contacteurs ou de matériel de télécommande avant que tout ça se mette à disjoncter. Donc, vous avez de la marge. Donc, 2 ampères, voire 5 ampères si vous êtes vraiment dans un truc industriel. Mais bon, 2 ampères, franchement, pour la maison, c'est déjà, vous avez de quoi faire. Donc, il y a une partie du circuit qui va alimenter pour faire alimenter en permanence cet interrupteur, pour qu'il soit piloté H24. Et puis, il y a ce qu'on appelle la télécommande. Et donc, alors attendez, que je vous dise pas de conneries. Voilà, là, cet interrupteur horaire, quand l'heure va passer, ici, vous allez avoir un contact qui va se fermer en fonction de votre programmation. Un contact identique à celui-ci, hein, qui est à l'intérieur, qui va se fermer, qui va faire en sorte que la tension passe ici. Et en passant ici, votre contacteur va être piloté, et donc les contacts vont se fermer, et donc la tension va passer, et le courant va passer, et va alimenter votre onduleur. Donc ce que j'ai voulu vous montrer là, c'était le principe de raccordement de la mise en place d'un contacteur au-dessus qui va vous permettre de changer le mode de façon radicale de votre onduleur. Sachant que les nouveaux onduleurs type Evo 1 ont apparemment, moi j'en ai pas, hein,
ont apparemment la possibilité en fonction d'une heure de changer de mode. Alors le mode ça va être UT en utility, je crois que c'est ce que ça veut dire, UT, SOL, solaire ou je sais plus, enfin il doit y avoir 3 ou 4 modes différents. Donc il y a cette possibilité-là qui, voilà, vous n'aurez pas forcément besoin avec ce matos d'avoir un système comme ça. L'onduleur, apparemment, les nouvelles versions sont capables de le faire. Mais moi, dans ma version, j'ai besoin de le faire pour pouvoir faire un passage vraiment autonome. Donc voilà, je vais prendre une pause d'une minute, non, un peu moins, et puis on va passer à la touche finale. Alors je le rappelle, si j'ai fait une erreur sur le schéma, je ferai le correctif et le schéma tel que vous pourrez le télécharger, vous l'aurez avec le correctif. Je vais regarder ça un peu à froid quand ma tête se sera un peu reposée et puis bon, vous aurez des réactions, donc peut-être, mais ça va se faire dans la journée, s'il y a besoin de le modifier. Toujours important, ne copiez pas bêtement. Soyez sûr de ce que vous faites, vérifiez 10 000 fois et faites vérifier si vous avez un doute. Chaque marque a sa propre façon de faire ses entrées-sorties. Puis comme le signalait un utilisateur, un abonné sur la chaîne, les fameux peignes. Parfois, vous changez de marque de disjoncteur, les peignes ne vont plus. Voilà. Vous allez être sur les marques en fonction si vous êtes sur du chinois, pas du chinois. Voilà. Les peignes ne sont pas forcément les mêmes et ça ne va pas forcément au même endroit. Enfin, ils sont les mêmes. Les peignes sont les mêmes, seulement la hauteur des borniers sont pas aux mêmes profondeur et hauteur, ce qui fait que pour la connexion, vous pouvez pas faire un pontage si vous avez des modèles et des marques différentes. Alors, je passe à la suite. On va monter d'un cran et on va rajouter une dernière retouche qui est la mise en place d'un inverseur de source. Et là, on aura quand même un système qui sera, je dirais, relativement flexible sans avoir une usine à gaz. C'est-à-dire qu'on arrivera à un certain niveau d'automatisme. Donc automatisme qui seront faits grâce à un interrupteur horaire qui va automatiser une phase, mais vous pouvez très bien prendre un interrupteur crépusculaire ou voire mieux, vous pouvez prendre un modèle comme le mien, donc marque Theben ou Teben, T-H-E-B-E-N. C'est un Luna RC, je sais plus quoi. Par contre, il vaut quand même 200 € avec l'interface et la clé USB de programmation. Mais bon, il est très puissant, c'est quasiment un automate. Hein. Et vous pouvez très bien remplacer ça par un appareil qui va faire les deux, voire même en rajouter deux, en utilisant les contacts en fonction de ce que vous voulez faire ici, en les mettant en série ou en les mettant en parallèle. Ça va dépendre de votre nécessité, pour avoir un fonctionnement encore plus adapté à votre cas et sans forcément avoir à mettre 200 € sur la table. Mais là, on a déjà une installation qui a de l'automatisation, c'est-à-dire dans lequel vous n'intervenez pas, tout se fait en automatique, soit à travers un interrupteur crépusculaire, vous décidez de passer en mode autonome quand vous avez suffisamment de soleil, ou soit donc avec l'interrupteur crépusculaire, soit vous dites, moi, ce mois-ci, vous arrivez, vous changez les tranches horaires pour passer en mode autonome ou en mode connecté pour recharger vos batteries, et puis le programmateur horaire fera votre boulot. Donc là maintenant, on avance et on va placer un inverseur de source. Appareil dont je vous ai déjà parlé, que je vous ai déjà fait une vidéo, ou pas spécifiquement sur ce matos, non, j'en ai pas fait. Mais c'est le moment de rentrer dans le sujet vu qu'on est dans le détail du schéma. Et puis on va rajouter ça en lieu et place, en espérant que je vais garder à peu près la même échelle, sinon voilà, le passage de l'un à l'autre va vous perdre un peu. Allez, j'espère que on va être dans les clous. Il y a un peu un changement de mise en page. Voilà, donc là, on va faire le focus sur cette zone à côté de l'onduleur. Voilà, et à côté du disjoncteur qu'on a rajouté précédemment pour faire ce qu'on appelle la sélectivité et protéger encore mieux l'installation et la sortie de votre onduleur pour pas que ce soit lui qui fasse le boulot de se mettre en sécurité si vous avez une demande trop importante de puissance. Donc, voilà. On passe, ok, donc focalisez-vous sur la zone et la partie de gauche, ici, onduleur. Et donc on voit que j'ai rajouté un autre appareil qui est là. Donc je vais agrandir, qui est l'inverseur de source. Ah, voilà, avec le zoom ça va mieux. Voilà, donc vous avez vu, j'ai fait un peu de place, j'ai décalé l'onduleur sur la gauche pour lui laisser de la place pour rajouter un appareil. Cet appareil, c'est un inverseur de source.
Donc l'inverseur de source, on va aller le chercher ici. Voilà, ça ressemble en fait à une sorte de disjoncteur. Et c'est pas un disjoncteur, c'est un interrupteur qui a un point milieu. C'est-à-dire qu'il a sa position en bas. Et quand vous voulez le monter en haut, vous passez d'abord par un point milieu. Et ce point milieu, en fait, va assurer une phase transitoire dans laquelle vous êtes sûr qu'il n'y aura pas de mélange de tension. Et une fois qu'il sera poussé au deuxième cran en haut, et ben, vous aurez basculé sur le mode d'alimentation. Donc c'est un matos qui est pas cher. Ça vaut pas le coup de s'en priver. C'est très utile parce que vous allez comprendre qu'il va nous permettre, justement, en cas de défaut de l'onduleur, et si vous n'êtes pas à la maison, que c'est votre épouse qui est là, il va vous permettre de pouvoir repasser votre maison sur l'alimentation réseau si vous avez, si l'onduleur passe en défaut, si votre maison est plus alimentée par le 220. Et donc, en basculant cet interrupteur tranquillement, il y a un peu d'effort mécanique, hein, contrairement à un disjoncteur qui se remonte tout de suite. Vous basculez ça dans l'autre position et vous allez changer de mode. Soit vous allez, alors on va récapituler, ce qu'on va essayer de comprendre un peu mieux le fonctionnement de cet appareil. Alors, là, il y a un super schéma qui va nous expliquer comment ça fonctionne. En fait, vous avez ici l'arrivée EDF qui va rentrer sur cette borne et sur celle-ci, neutre et phase. Donc voilà, je vous avais dit, faites attention aux phases. Traditionnellement, et de façon normative, on a pour habitude sur un tableau de brancher le neutre sur la gauche et la phase sur la droite. Donc, ce qui n'est pas le cas dans le schéma, moi je vous préconise de respecter ce principe-là, parce que c'est comme ça, c'est les conventions de câblage. Donc, vous pouvez tout aussi bien inverser, parce que là ça n'a pas été le cas, le bleu avec le rouge. Mais là, bon voilà, ils ont fait comme ça. Moi j'ai tendance à dire, je suis ce que je sais faire d'habitude, et ce que je fais d'habitude, et ce que j'utilise. Ça permet de fonctionner, je dirais, de façon automatique, même si l'automatisme, dans les procédures électriques, c'est quelque chose que vous devez proscrire. Vous devez avoir une réflexion permanente sur ce que vous êtes en train de faire lorsque vous faites et vous manipulez des appareils qui ont une vocation à protéger ou à sectionner le courant électrique en dehors de vos interrupteurs que vous avez dans votre maison. Dès que vous êtes sur un tableau avec des disjoncteurs, des fusibles, des contacteurs, dès que vous manipulez votre tableau, vous êtes dans une psychologie différente. Voilà. Dites-vous bien, vous êtes sur de l'équipement qui fait de la protection de personnes et de maisons et de la commande. Donc vous êtes plus utilisateur quand vous arrivez sur votre tableau pour faire ne serait-ce qu'un simple réarmement. Vous êtes déjà électricien, quoi. Voilà, vous êtes plus dans les fondamentaux et vous devez vous dire, je suis en train de manipuler un appareil de protection ou de sectionnement ou de coupure. Donc vous devez vous dire, je vais faire ça en réfléchissant. Et vous devez vous poser la question également, est-ce que je dois changer de comportement un peu plus, c'est-à-dire me protéger? Alors, parce que nous, dans l'industrie, on a des directives, des normes et des formations régulières dans lesquelles on nous demande, et maintenant plus que nous demande, on nous impose d'avoir et d'utiliser de l'équipement pour nous protéger lorsqu'on intervient sur ce type d'équipement dans des armoires. Alors les protections sont les suivantes. C'est un masque de protection. Alors pourquoi ce masque? Tout simplement parce que s'il y a une défaillance du matériel lorsque vous faites un réarmement ou lorsque vous êtes près du tableau, il y a une potentialité de risque que le matériel explose. Et le matériel, quand il explose lorsqu'il est traversé par un courant électrique, vous avez le phénomène de flash, donc vous avez le phénomène de brûlure potentielle et de projection et de brûlure. Donc le masque est fait pour nous protéger également contre les rayonnements qui vont être, alors c'est de l'ultraviolet, de l'infrarouge, je sais plus, mais en fait très nocif pour la peau. Donc on a casque intégral, enfin casque avec visière qui se bascule. C'est voilà.
Ensuite, on a l'obligation d'avoir des gants. Des gants qui vont nous protéger maintenant contre justement ces phénomènes de brûlure potentielle et de projection de matière, mais qui vont également nous protéger contre les contacts directs avec des éléments sous tension. Et puis, pour rajouter une couche, on est également obligé, en théorie, d'avoir des bleus de travail à manches longues avec des matières difficilement inflammables pour nous protéger sur les bras des éventuelles brûlures. Ensuite, on est obligé de mettre un périmètre dans lequel personne ne peut intervenir. Voilà, donc on a un balisage et on doit s'assurer que les armoires électriques soient fermées. Voilà, je vous sensibilise un peu à tout ça et je vous avoue que dans le domaine de l'industrie, pour faire le boulot de maintenance, faire ce que je viens de vous citer, c'est extrêmement compliqué. Ça nous pourrit la vie. Ça nous pourrit la vie parce que lorsque vous intervenez, vous faites du dépannage dans une machine et qu'on vous impose toutes ces contraintes, imaginez-vous, vous avez un classeur épais comme ça, avec à l'intérieur 200 voire 300 folios, recto verso ou pas, qui sont le schéma de l'installation. Et que vous devez à la fois intervenir électriquement dans l'armoire, par exemple recherche de court-circuit. Voilà, recherche de court-circuit dans une armoire électrique industrielle. Comment on fait pour chercher un court-circuit? On fait la chose suivante. On prend le schéma pour voir et comprendre quel est l'élément qui saute, là où il intervient, ce qu'il protège. Et ensuite, on va sur les borniers et on débranche les communs positifs un par un. Et tout ça en se référant au schéma. Donc imaginez-vous travailler avec des gants qui sont d'une épaisseur 3 à 4 mm, quoi, d'une souplesse, voilà. Feuilleter les feuilles du schéma, avoir un masque si vous avez des lunettes. Vous ne voyez, enfin lunettes à faire, voilà, le masque va déformer votre vision. Si vous êtes en été, dans les gants, vous allez transpirer. Vous voulez enlever vos gants pour tourner le schéma, vous transpirez, vous pouvez pas enlever vos gants, ils font ventouse. Voilà, en fait, c'est infernal. Les gens qui pondent ces mesures-là, je suis désolé les gens, moi je vous invite à venir sur le terrain. Même si je comprends la démarche, c'est tout à fait logique, il y a des risques et des dangers à intervenir dans le matériel électrique, mais au quotidien, pour les gens qui bossent là-dedans, c'est, en fait, je vais le dire honnêtement, c'est impossible à suivre. Sinon, vous fermez la boutique. Voilà, vous fermez la boutique parce que vous pouvez plus faire votre boulot. Un dépannage qui prendrait une demi-heure va prendre 1 heure. Voilà. Et un dépannage qui prendrait 3 heures va prendre la journée, voire plus, parce que vous passez votre temps à prendre des gants, à les enlever, à enlever la visière, à la remettre. Enfin, vous comprenez le truc, quoi. Vous pouvez pas bosser. C'est comme ça. C'est comme ça. Mais ça me semble important de vous faire comprendre pourquoi je vous le fais, parce qu'en fait, vous, quand vous êtes dans votre tableau, vous avez des matériels qui peuvent être défaillants et des anomalies qui peuvent éventuellement, lorsque vous réarmez un disjoncteur, vous faire péter le disjoncteur à la figure. Donc, sachez-le, prenez les mesures qui s'imposent, et moi je vais dire les notions de base. Notion de base, prenez des gants. Voilà, prenez des gants pour réarmer les disjoncteurs. Faites prendre des gants pour réarmer les disjoncteurs. Ensuite, mettez-vous sur le côté. Ne vous mettez jamais en face du disjoncteur que vous réarmez. Voilà. Si la flamme se produit, elle va s'étendre en face de vous. Ça, c'est déjà pas mal. Une fois que vous avez fait ces deux choses-là, alors sachez aussi qu'également dans l'industrie, en fonction des manipulations, on vous oblige également à avoir un tapis dessous, un tapis isolant. Voilà, c'est pour vous dire. Et là, on n'est pas dans des postes de transformation à manip 20 000 volts. On est sur du maximum 380 volts dans une armoire électrique. 380, ça pique. Ça démonte. Le 220, ça démonte. Le 110 continu, ça démonte aussi. Voilà. En dessous, voilà, c'est gérable. Mais voilà. Là, je vous parle de contact direct. J'ai goûté pour vous plusieurs fois. Je vous garantis que ça pique, même dans des conditions idéales, c'est-à-dire vous avez les mains sèches, il n'y a pas d'humidité environnante. Si vous voulez avoir des notions, le 48, voilà, j'ai déjà pris du 48 à pleine main, vous ne le sentez quasiment pas. Il devient désagréable lorsque vous avez les mains très désagréables, un peu plus lorsque vous êtes dans un environnement humide et que vous avez les mains mouillées. Là, vous le sentez passer. Mais avant, voilà,
Je dis pas ça pour que vous le fassiez, je vous dis pour que vous ayez des repères. Hein. 320, tu as l'impression en fait qu'un taureau te passe dessus. 220, c'est pas un taureau, c'est une vachette, mais avec des cornes. 110 courant continu, ça m'a fait la même impression que le 220, seulement avec une particularité, c'est que quand vous prenez de l'alternatif, vraiment vous sentez le 50 Hz, vous sentez la fréquence qui vous traverse. Ah oui, vous le sentez littéralement, ça fait tac. Alors que le continu, vous n'avez pas la variation, donc c'est une sensation différente. Et le 48, voilà, c'est votre chien qui vous mordille. Voilà, si je devais faire une mise à l'échelle. Le 48 peut-être quand même, voilà. Ce qui fait aussi la danger de l'électricité, c'est pas que l'intensité qui vous traverse, c'est la durée durant laquelle l'intensité vous traverse. C'est très important. Les notions de durée d'exposition, comme tout, quoi, hein, comme le nucléaire, telle dose pendant 5 minutes est moins dangereuse que telle dose pendant 2 heures. Donc, voilà, on repart sur ce fameux interrupteur parce qu'en fait, c'est un appareil que vous allez mettre dans votre tableau. Alors, très important également, on revient dans le général. Ce contacteur-là, vous aurez possibilité de le mettre soit sur votre tableau spécifiquement alimentation de votre maison, soit vous pouvez le mettre dans le coffret spécifiquement alloué à la protection amont et aval de votre onduleur. L'un ou l'autre. Les deux sont possibles. Cet appareil, vous serez exactement dans le même cas de figure. Celui-ci aussi et celui-ci aussi. Sachez voilà qu'en gros cet appareil-là, celui-ci et celui-ci, comme tous les autres, peuvent être dans votre tableau si vous avez de la place. Par contre, tout le reste, tout l'annexe, moi je vous conseille de mettre ça sur un coffret, un tableau spécifique pour le photovoltaïque. Même je vous conseille de faire un tableau qui va vous faire la partie panneau, peut-être, hein, on peut réfléchir comme ça, tout est possible, il n'y a pas de contrainte pure et dure. Une partie qui sera pour le photovoltaïque, donc les parties panneaux, un autre pour la sortie, pour les batteries, vous pouvez même tout regrouper ça dans le même. Voilà, c'est à votre libre choix. Alors, donc, sur cet interrupteur crépusculaire, puisque je fais des écarts, mais ça me semble hyper important vraiment de vous sensibiliser à ces notions de sécurité. J'en profite. L'électricité, c'est pas anodin. Et tout ça aussi pour vous dire, formez-vous. Et même quand vous pensez savoir, vous en savez pas suffisamment. Moi, j'essaie de me faire foutre ça dans la tête en permanence. Parce que la pire des choses en électricité, c'est l'habitude et c'est la routine. Alors, cet interrupteur, c'est dur. Hein. Elle commence à être très longue cette vidéo. Je conçois que pour vous que ça soit relativement chiant parce que moi je commence à fatiguer. Cet interrupteur modulaire, cet inverseur de source que l'on retrouve donc dans le schéma que je vous avais trouvé à quel endroit ici. Donc vous avez d'un côté vous rentrez par EDF, donc fil 2 et fil 6, ça pourrait être le fil 4 et le fil 8, hein. Ça peut être totalement arbitraire. Par contre, couleur, inversez-moi ça. Donc, et de l'autre côté, un générateur, donc ça peut être un groupe électrogène, mais c'est également ce qui nous intéresse, votre onduleur hybride. Sachez également que vous pouvez très bien mettre un inverseur de source à cet endroit-là, mais là je ne vais pas aller si loin, à cet endroit-là pour éventuellement faire alimenter votre onduleur avec un autre inverseur de source que vous mettriez ici, qui permettrait de faire l'alimentation réseau ou l'alimentation par groupe électrogène. Vous voyez, vous pouvez reprendre ça et adopter ce concept au-dessus de ce disjoncteur. Pour fonctionner, soit EDF pour alimenter votre onduleur, soit groupe électrogène. Vous voyez, vous pouvez reproduire le truc. Voilà, donc ici vous retrouverez le concept de câblage. Cette fois-ci, vous voyez, j'ai reproduit l'erreur que je dénonçais, parce que j'ai fait un copier-coller bêtement. Ça, je ne le modifierai pas par contre. On a fait le tour d'une évolution d'installation, la version de départ de votre maison, l'ajout de l'onduleur,
La mise en place d'un disjoncteur qui va vous permettre de faire de la sélectivité et d'éviter à votre onduleur de se déclencher. Donc, vous prévoyez un disjoncteur qui va se déclencher avant votre onduleur, ce qui fera moins souffrir votre onduleur. Ensuite, on passe avec un niveau d'automatisation où on va rajouter un contacteur qui va couper le 220 volts de votre onduleur. Et ce qui va charger de la coupure, ça va être un élément de télécommande qui sera soit un interrupteur crépusculaire, soit une horloge, soit un appareil qui fait les deux, soit deux appareils, mais avec le câblage différent, bien sûr. Donc, avec une partie télécommande. Et puis, la troisième phase, de monter en puissance de cette installation pour avoir un truc assez complet, moi qui me plaît bien, qui est relativement simple, mais qui est quand même complet, où vous n'avez pas besoin de faire de bidouilles Arduino qui peuvent vous paraître des usines à gaz. C'est le rajout d'un inverseur de source qui va vous permettre de pouvoir inverser la source en cas de panne onduleur si votre famille ne sait pas supprimer le défaut. Et puis la phase 6, que je ne ferai pas. À vous de bosser maintenant. Ça sera de prendre cet inverseur de source et de le foutre ici pour pouvoir alimenter votre onduleur soit par EDF, soit par groupe électrogène. Tout ceci pour pouvoir faire tourner votre maison, mais également pour pouvoir recharger les batteries par un groupe électrogène en passant par l'onduleur si vous êtes, si vous avez une coupure de courant de plusieurs jours et que vous avez besoin de remettre les batteries à niveau pour parce que il n'y a pas eu suffisamment d'ensoleillement comme ça serait le cas en hiver. Voilà, vidéo très longue, vidéo sans doute hyper chiante, vidéo certainement avec des erreurs de ma part comme j'en fais d'habitude. Tenez-moi-en ou pas rigueur. Avant tout, corrigez dans les commentaires si vous voyez des perles. Je vais à tête reposée a posteriori rejeter un œil sur le schéma, savoir si j'ai bien pris le bon disjoncteur pour protéger la bonne branche ici, pour bien protéger la partie télécommande. Hein. Est-ce que c'est celui-ci ou celui-ci? Je vais reprendre ça à froid. Ce qui ne remet pas en cause le fonctionnement de l'autre, mais c'est juste la protection des bobines. Est-ce que j'ai pris le bon disjoncteur par rapport au bornier? Celui-ci ou celui-ci dans le schéma. Ouais. Et je corrigerai ça auquel cas. Les amis, voilà, vidéo très longue qui je vais maintenant mettre en ligne à votre disposition. Et puis, allez-y de vos réactions. Là, on a fait un gros bond d'avant, une forte compréhension. Ensuite, une fois que vous avez rajouté en plus l'inverseur de source, sachez que vous avez toute la partie panneau et batterie avec leur fil, leur section de câble et leur protection. Également, ce qui n'est pas dans le schéma, très important, très important, je viens d'y penser, les parafoudres. Voilà, les parafoudres qui vont se mettre dans votre tableau. Très important, je les ai oubliés. En fait, je les oublie, je sais pourquoi, c'est que normalement, moi je considère que dans votre maison, vous devez en avoir un dans votre tableau d'office, quoi. Ça coûte 3 fois rien. Ça, quand ça claque, vous le changez, et puis ça peut vous protéger votre plaque de cuisson, vos ampoules, et toute votre baraque. Voilà, donc parafoudre à rajouter, et puis toute la partie courant continu. Les amis, à plus, je vais souffler.